allons momentanément quitter cette partie. Pour aller rendre visite à un autre terrain. On voit d'ailleurs les scores affichés. 6-3, tout à fait, oui. Et nous allons rendre visite à l'équipe de Loire-Atlantique, celle des Nantais. Celle des Nantais, donc de Gilles Blancheton, Didier Chausse-Pied et Jacques Robion, opposés à Daniel Voisin, Christian Favier et également Jean-Luc Amblard. Voilà, et on arrive sur Blancheton. Numéro 7 et 8. C'est Blancheton au point. On voit à quel point il est appliqué ce jeu. Il a vraiment du mal à envoyer la boule. Il la conserve très longtemps. Mais le résultat est là. Oui. Alors, qui tire dans l'équipe tête? Christian, sûrement? Oui. Fasino et Amblard ont bien sûr la faculté de tourner selon le gré du jeu. Alors Christian Fasino, là encore, le dimanche, Fasino a fait un sans faute, mais alors ce que l'on va voir s'affirmer au fil des mènes, au fil des jeux, c'est finalement la personnalité et l'efficacité de Jean-Luc Amblard. Oui, qu'on connaissait jusqu'à présent assez mal. Hein, c'était effectivement l'homme qui a remplacé notamment Rochelet. Il faut rappeler que Christian Fasino et donc Daniel Voisin avec les champions de France à Bastia en triplette avec Rochelet. Et qu'ensuite, il a sa propre vie pour s'associer avec Amblard. Oui, une association qui est récente puisqu'elle remonte à un peu plus d'1 an. Moi, je me souviens avoir vu se constituer l'équipe, c'était au National de Poitiers. Et là, j'avais remarqué, bon, comme tout le monde avait les yeux sur Amblard parce que c'était le 3e homme et le nouvel homme de l'équipe, Fasino Voisin, qui allait-il prendre? Il y avait eu un petit peu d'hésitation, on avait parlé de Loulon, puis finalement, le contrat entre guillemets ne s'était pas réalisé, et c'est Amblard qui avait eu les faveurs de la célèbre doublette. Amblard qui avait débuté, je dirais, un petit peu sur la pointe des pieds, n'étant pas très à l'aise dans cette équipe. Il faut voir que c'est quand même dur de jouer avec des joueurs aussi cotés et aussi bien. Il faut savoir que tirer derrière Christian Fasino, c'est quand même pas à la portée de n'importe quel joueur. Et c'est vrai que même si on a, je dirais, la tête sur les épaules et même si on a du tonus, eh bien, il faut quand même avoir la volonté d'aller dans le rond pour tirer derrière Christian. Jacques Robion au tir. Beau portrait de Daniel Voisin. Jacques Robion très efficace. Très efficace et très connu dans tout le Pays de Loire et sur toute la côte ouest. Alors donc, il coupe. Et nous repassons sur une nouvelle partie. Alors là, petit retour, on revient sur la partie Verchin du Moulier. Verchin du Moulier, nous les avions quittés tout à l'heure. Un petit peu plus loin dans cette partie. Et je crois qu'on va assister déjà à la Tout à fait, avec Franck Demeaux au tir d'abord. Patrice Corassin, le milieu gersois. Ils sont de Auchin, toujours pas. Donc là, il n'y a plus que le Gers qui a les moules. Et la même capitale.
La boule contre. Les joueurs de Lens sont un petit peu inquiets, et là on les comprend très bien. Didier Verschin, Le pointeur. qui montre qu'il a du talent également au tir. Alors les garçons vont prendre la décision de tirer pour gagner. Yannick Dumoulier, Maintenant il faut tirer la seconde. C'est souvent plus dur. Je crois que lui va bien s'en tirer. tir à la gagne. Et oui, c'est fait, 3-3, donc le Gers se qualifie pour les demi-finales. Et nous allons chercher une autre équipe de ces quarts de finale. Jeune équipe également, avec surtout un très jeune tireur. Ah oui, un très jeune tireur, et puis alors On vraiment voit à l'écran. une équipe qui a été, je crois, la révélation de ce championnat. Peu de pronostiqueurs pouvaient l'attendre à ce stade de la compétition. Il s'agit de l'équipe du Loir-et-Cher. Ce sont des joueurs de Salbris. Jean-Marc Biot. Jean-Marc Biot, c'est lui. Le barbu qui joue au milieu dans l'équipe, c'est Michel Charot. Et le tireur, le jeune tireur, il s'agit de Laurent Petit. Alors ils sont opposés aux Varois de Fréjus, à Marin, Tavitian et de Marie. Une reprise de Jean-Marc Biot. Oui. Là, petit problème hein, pour nous parce qu'ils sont tous en jaune. C'est les de la compétition. Tavitian en discussion avec Di Maria. Gérard qui pointe. Cette équipe de Maria, en fin de compte, était déjà parmi celles qui étaient pronostiquées dans le quart de finale, au moins des demi-finales. Et en fait, ils ont figuré des favoris face à cette équipe de Loir-et-Cher. Ça lui a peut-être joué un tour. Claude Marin, après ce joli tir donc, de Laurent Petit. On voit le très nombreux public donc, derrière qui assistait à ces parties finales dans le Vélodrome. Il faut savoir que environ 3 ou 50 personnes, ce qui est quand même pour les amateurs une bonne prestation. Oui, c'est une entière réussite, d'autant que la ville de Mâcon, sollicitée par le comité de Saône-et-Loire et son président Daniel Charlet, la ville avait fourni des efforts importants pour aménager des terrains et des cadres et des tribunes dignes d'un championnat de France. Alors, le barbu, là, on Là, va il voir un s'agit de chien. Charot. Voilà. Il a fait aussi un très gros jeu. Hein. Charot qui a fait un très très bon jeu. Je trouve que les garçons, je dirais, assez solides au niveau du jeu et des nerfs. Et ils ont démontré que face à des équipes beaucoup plus, je dirais, connues sur le papier, ils pouvaient très bien s'imposer et ne pas s'en laisser tomber. Ah, tout à fait, parce que l'équipe de Maria, au début de la partie, avait les faveurs de la foule. Hein.
Là, une petite chip. Maria au tir. Mais De Maria ne sera pas très heureux sur ce tir et finalement on se souvient que les représentants de Servais du Verrecher qui concluent sur le score de 13 à 6. Je pense que c'est un peu, enfin, comme toujours il y a des surprises, mais je pense qu'hier il y a eu énormément de surprises, de nombreux favoris ont été éliminés. Il semble évident que l'équipe Fasino est donnée très largement favorite. On disait de même de Maria, finalement il vient de perdre à l'instant. Bon, il y a aussi les Marseillais, la famille d'Hélice qui peut être aussi au bout. Par contre, il y a 2-3 équipes qui sont là pour la première fois à ce niveau et c'est jeune en plus et c'est très correct, très efficace, c'est encourageant pour l'évolution de la pétanque. Résultat des quarts de finale. Donc Verchin-de-Laine bat Dumoulier du Gers 13 à 3. Delis des Bouches-du-Rhône bat Thibault 13 à 6. Charot bat De Maria 13 à 6 et Fasino bat Blancheton 13 à 5. Et on va donc retrouver les vainqueurs au stade de demi-finale. Après avoir vécu ensemble la finale de la Coupe des Dom-Tom. Et nous y sommes précisément. Alors une finale de la Coupe des Dom-Tom qui oppose la Martinique à la Polynésie. L'équipe martiniquaise, composée d'Eugène Fortas, Mozart Joly et Peria Tandy. Quant à la Polynésie, il s'agit de Remuera Temari, Julien Sansine et Bernard Teruatu. Alors, il faut rappeler le but de cette Coupe des Dom-Tom, qui est en fait destinée à, je dirais, permettre aux joueurs qui ont quand même fait le mieux qu'ils rêvent, quand même disputer ce championnat de France, de ne pas être systématiquement éliminés comme malheureusement ça leur est arrivé souvent, et de pouvoir disputer une coupe interne, celle des Dom-Tom, qui leur permet d'accéder au stade du dimanche après-midi, c'est-à-dire juste avant la grande finale. Et cette Coupe des Dom-Tom s'est donc déroulée en même temps que les deux demi-finales. Ouais, il s'agit donc de la Coupe de la Ligue Antilles-Guyane. La Ligue de la Coupe Antilles-Guyane, qui regroupe la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie, la Martinique, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Alors on voit que ces joueurs font de plus en plus de progrès. D'ailleurs, on va le constater après dans d'autres compétitions. Le niveau est en train de s'élever. Il est certain qu'il manque encore peut-être un petit peu d'expérience et puis surtout de pratique à un haut niveau de la compétition. Mais ce sont des joueurs appliqués qui, je dirais, ont fait de gros progrès depuis ces dernières années. Les Polynésiens en rouge et les Martiniquais donc, en blanc. Voilà. Alors vous voyez, c'est assez amusant cette coutume. Ils laissent leur boule à côté du rond. On n'a pas l'habitude de voir ça ici chez nous. C'est quand même amusant. Ils ne gardent pas leur boule en main. Et puis, au fur et à mesure, ils vont les chercher pour jouer. Deux terrains à la fin, impressionnant. Belle bête, comme on dirait. Voilà. Et un joli tir. Pas de bête. On pose les boules, c'est vrai, et puis on vient un petit peu parlementer, s'expliquer. Il faut dire que c'est plutôt joyeux. Hein. Oui, très bonne ambiance. Alors là, voilà Fortas. Fortas, le tireur de l'équipe martiniquaise. Chez lui, on l'appelle le bombardier. Et c'est vrai qu'il casse des boules. Alors là, on va le voir au point. Il va nous démontrer qu'il sait quand même aussi pointer. Eugène. Ah, un petit peu court. Enfin, sa décharge, rappelons que quand même, on est toujours sur le même terrain que ce matin dans le cadre des huitièmes et des quarts de finale et qu'il y a encore des surprises, bien sûr, au niveau des terrains. Une équipe martiniquaise qui pouvait s'afficher comme favorite au départ et puis qui finalement a eu beaucoup de difficultés. Les Polynésiens connaissant une meilleure réussite qu'eux.
Alors ces Polynésiens, il faut savoir qu'ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir nous voir. Ce sont des gens qui aiment bien vivre, qui sont très sympathiques et très joyeux. Ah, c'est le rayon de soleil des championnats. Tout à fait. Ils amènent d'ailleurs souvent des colliers de fleurs. Hein. Exact. C'est la tradition. Voilà. C'est donc très sympathique au niveau de la démarche de ces joueurs qui sont très très heureux de participer à ces championnats et qui souvent nous donnent, je dirais, la joie de découvrir sous un autre angle parfois des régions qu'on ne connaît pas du tout, et ne serait-ce qu'en les contactant dans ces championnats. Donc la Polynésie qui domine toujours. Alors nous sommes vers la fin de la partie. Nous pouvons rappeler le score. En fin de compte, la Polynésie l'a remporté sur le score de 13-5, à la grande surprise générale, puisque nous attendions tous les Martiniquais. Mais les Martiniquais n'ont pas pu... Donc au niveau fabrication, nous fabriquons 6 modèles de boules. Nous diffusons en gamme Bucaro, donc le plus haut de gamme, c'est la Bucaro GTI. C'est des boules qui sont fabriquées uniquement à la commande. Le NEC Plus Ultra, c'est la Rolls de la pétanque. Des boules super équilibrées, un marquage très profond et un super équilibrage. Donc le premier produit en boule Bucaro, le second étant la Soleil 110, c'est un inox 110 kg de dureté, très reconnu par la plupart des joueurs et très apprécié d'ailleurs, avec un marquage très profond et là aussi une fabrication en série limitée, ce qui lui procure des qualités très avantageuses. Maintenant en gamme boule noire, nous avons 4 produits que nous fabriquons. En partant du plus haut de gamme, la CXQ 4 étoiles, ce sont des boules équilibre à 0 g, des boules demi-tendres. C'est du très très haut de gamme. Nous sommes les couturiers de la pétanque et ça c'est notre plus beau produit en boule noire. Hein. Ensuite nous avons la ZXQ. C'est une boule qui a une dureté un peu moins résistante que la ZX. Super équilibrage là encore et une fabrication en mini-série, ce qui fait des prix de vente un peu plus bas. Ensuite nous avons la XQ, c'est une boule très tendre à 110 kg. Une boule très appréciée par les joueurs qui sont bien avertis parce que c'est une boule tendre et qui a avec laquelle on a énormément d'avantages à jouer, moins de rebond, moins de recul au tir. Ensuite nous avons la boule coup qui est un premier prix qui convient à tous les joueurs qui veulent bien commencer en pétanque, en compétition. C'est une boule dure qui a un bon équilibrage et des très bons marquages là encore. Voilà pour l'ensemble de la gamme boule noire Bucaro. On commercialise au total 15 modèles de boules de pétanque, d'autres modèles que nous ne fabriquons pas. Tous nos produits, on peut les trouver en vente par correspondance sans aucun problème. La boule noire Bucaro, c'est la seule fabrique de boules de pétanque qui commercialise tous ces modèles en vente par correspondance. Alors nous voici au stade des demi-finales, il est 14h30 et Jean-François, quelles sont les équipes en présence? Eh bien, nous retrouvons les Gersois de Dumoulier. Ils sont opposés à l'équipe du Loir-et-Cher, à celle de Charroux. Et dans l'autre demi-finale, la deuxième, donc, l'équipe de Lys, avec à sa tête Jacques, qui est opposée à celle de Fasino. Et 6-4 donc, nous retrouvons les deux demi-finalistes, Fasino et puis de Lys. Nous sommes à la 5e manche, mais sachez que déjà, Christian Fasino et son équipe mène, après donc le score de 2-0, 2-1 à la deuxième mène, 6-1 et finalement 6-4. Et c'est sur ce score-là que nous nous retrouvons. Polynésie 6. Alors Christian Fasino toujours aussi à l'aise, un Christian Fasino en pleine forme, en toute confiance. On va même le voir plaisanter après ce tir. Qui est tout de même relativement peu courant. C'est vrai. Mais Christian se détend actuellement. Oui, on tourne, monsieur Fasino. Qui prouve qu'il est en pleine possession de ses moyens, en toute confiance, et que, en plus, il a plaisir, vraiment plaisir à jouer et à l'animation. Adrien Delis au point. Alors à partir de ce moment-là, disons que on a constaté une petite réaction. Il y avait l'équipe de Lys était menée sur le score de 6-1.
Et puis, elle s'est ressaisie. Elle a fait 3 points sur une main, elle revient à 6 à 4. Et là, effectivement, l'équipe Fasino est un petit peu, non pas menacée, mais tient compte, c'est obligé de tenir compte de la montée de l'équipe de Nice. Voisin qui tente une reprise. Et là, avec tout le temps. Robert Delis au tir. Alors on va le constater, il a fait lui aussi un très beau parcours. C'est pas un terrain tout à l'heure. Et soutenu d'ailleurs, l'équipe de Nice a été fortement encouragée par le public qui souhaitait voir une bonne résistance face à Fasino. Ah oui, pour voir le spectacle, il fallait effectivement que cette partie ne se termine pas en tournée. Ça a été le cas. Alors, Daniel Voisin un peu court. Il ne fait pas la reprise. Et donc il va forcer Amblard, dans les Amblard, à disons, Ils vont pointer. faire le choix. Hein. Amblard qui va essayer donc de rentrer par deux en jouant sur la boule de Voisin. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, il est rentré au point. Peut-être pas, non, pas par deux, justement. Un seul point pour l'instant. Qui va permettre au tireur du jeune de de retirer. Mesure dans l'air. Mesure un petit peu succinct, au pied, Ah ouais, comme ça, dans le midi. Comme dans le midi, bien sûr. comme un peu partout, mais surtout dans le midi, effectivement. Robert Delis. Qui retire. Et puis voilà quelqu'un, il a le point par terre, donc avec la boule derrière. Nouveau consigne la bulle. Alors on voit tout de suite quand même que les 3 joueurs dans l'équipe Fasino participent. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Amblard est dans le coup et il donne son point de vue et il fait partie de l'équipe. Et ça c'est important et c'est appréciable pour que les jeunes, cette jeune recrue de l'équipe Fasino, de se savoir écouter, de Ça se fait savoir total aussi épauler. 10-5. Alors il va tenter une deuxième fois encore d'avancer sa boule là qui est devant. Et une deuxième fois, il va pas gagner. Et donc cette ici, par contre, il se fait bouton. Oui, alors là, problème pour Jacques. Il faut se souvenir qu'il reste une boule chez Christian Fasino, Ouais. 2 boules chez Jacques Delis, le père de Delis, j'allais dire. Et 2 points par terre. Voilà. Ah, il choisit la solution du tir. Détruire. Voilà. Détruire les points en place. C'est un petit peu surprenant quand même parce que en pointant avec 2 boules, bon, il faut peut-être espérer faire un petit quelque chose. Bon, Elle a dû craindre les boules devant. Elles sont devant, elles ferment le jeu. alors là, ça discute ferme pour savoir si on pointe ou on tire. A priori, le fils est favorable au tir, au point, et le père veut tout de suite s'imposer encore par le tir. Et c'est donc la solution qu'il a choisie. Sacré faciès, hein, ce Jacques Delis. Ouais. Beaucoup de personnalité. Marseille, à l'état pur. Aïe. Manqué. Il va nous en donner tout de suite l'explication par un geste typiquement boulliste. Voilà, on met son chiffon, on fait voir le trou et on constate qu'effectivement il est un peu court. Ah, c'est pas un terrain favorable. Hein. Et donc Christian, Fasino. dans ses heures, il va donc contre le match. Et on arrive, je dirais,
à la fin de cette partie. Rappelons le score. Oui, une partie gagnée finalement par Treviso, ça sort 13 à 4. Score relativement facile, mais quand même, il faut le rappeler, au bout de 7 mêmes. Deuxième demi-finale donc, Qui opposait alors le Loir-et-Cher avec Jean-Marc Dio, Michel Charot, Laurent Pétain. Au Gersois, Voilà. Marcel Palan, Patrice Corassin et Yannick Dumoulin. Un jeune tireur là. Ah oui, il s'agit de Laurent Petit. Belle frappe là encore. Un bras très souple. Ouais, très facile. Et on verra Marcel Palan. jusqu'à la fin, il n'a jamais été impressionné. Position donc dans le fond un petit peu de travers. Et on voit bien comment il a encore la boule qui part. Hein. On a vu très bien. On a vu le milieu et qui va faire le Gersois, sûrement partir à l'attaque. Hein. Il a quand même repris le point. Et donc il choisit ce tir. Il choisit ce tir, ce qui prouve qu'on défend quand même assez loin. Hein. Parce que c'est une boule qui Dumoulin, est environ un palais. Et il privilégie beaucoup plus le tir que le tir. Non, bah, c'est sûr qu'une équipe qui pointait trop, là, se voyait tout de suite en difficulté. Il faut du tir. L'équipe Charot s'est donc imposée quand même relativement facilement. Jean-François, tu m'as donné un peu le détail. Oui, à part la première main qui avait été un petit peu difficile, rapidement la situation a évolué et Charot s'est retrouvé à troisième main menant 3-1, ensuite 4-1, 7-4, 10-4 et 11-4. C'est au stade de ce score que l'on est. On trouve en fin de compte les deux équipes. Il est certain que dans un film de 30 régions tout championnat, on ne peut pas prendre bien sûr toutes les mêmes extenso de chaque partie, alors on choisit les meilleurs extraits. Une partie donc disons largement dominée par l'équipe de Saint-Paul. Et puisque on veut le dire, il va s'imposer sur le score de 13-4. Créant ainsi tout de même une sacrée surprise dans ce championnat et accédant au final. On voit d'ailleurs qu'elle a duré beaucoup plus longtemps puisque la partie de Treviso n'est toujours pas. Enfin, elle était déjà terminée depuis longtemps, ils sont sur le terrain. Et nous quitterons nos amis gersois, Marcel Palan, Patrice Corassin et Yannick Dumoulin, sur ce tir de Michel Charot. Bien, monsieur Henri Bernard, vous êtes président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Nous sommes ici à Mâcon pour les 44e championnats de France de pétanque triplette. Quelle est votre impression, votre sentiment sur cette organisation? Eh bien, mon impression d'abord est que c'est une excellente organisation. On peut dire que c'est certainement un des meilleurs championnats que nous avons vus jusqu'à présent. Le cadre est idéal, le complexe sportif est bien le long de la Saône. Quels sont vos souhaits en tant que président de cette fédération pour l'avenir? Eh bien, mes souhaits, c'est que pour l'avenir, nous avons 3 projets qui sont en place, que nous avons préparés en 88 et qui sont en place en 89. 2 leçons, ce sont la catégorisation qui est en place en 89 et qui va, le projet, le texte va être amélioré d'ici la fin de l'année pour que 90 et 91 la mettent bien en place. Ensuite, la réglementation dans l'organisation des concours nationaux qui a débuté en 88 et qui a été améliorée, sera encore améliorée cette année pour qu'à partir de 90, presque soit tout en place. Et la mise sur informatique de la fédération, dont tous les travaux ont été commencés afin d'avoir un logiciel performant. Ça sera chose faite d'ici la fin du 3e trimestre, ce qui permettra dans le courant du 4e trimestre et du 1er semestre 90 de mettre tout l'ensemble des comités départementaux et de la fédération sur informatique. Alors nous voici au moment de la finale. Il est 16h30. On voit ici Daniel Voisin qui envoie le but.
Alors, on a donc choisi de présenter les temps forts de cette finale, où on va voir comment, en fin de compte, s'est déroulée cette partie. Oui, comment s'est déroulée cette partie et puis comment s'est dessinée la victoire de Fasino. Fasino, Amblard et Voisin qui, en début de partie, ont été dominés par cette équipe du Loir-et-Cher, notamment sur les 2 premières mènes, puisque à l'issue de la première mène, l'équipe Charot menait 1-0, et ensuite elle a mené donc 3-0 à la fin de la 2e mène. Alors c'était quand même un événement parce que je dirais que le public pouvait penser à ce moment-là que cette équipe Charot pouvait créer vraiment la surprise. C'est vrai que public et observateurs étaient un petit peu étonnés de voir comment l'équipe Charot prenait à bras le corps cette partie et finalement ne s'en laissait pas du tout compter en début de partie face, disons, aux super favoris. Oui, ils avaient donc doublement du mérite, mais très vite, le métier va parler. Je dirais que la mécanique Fasino, Voisin, Amblard va se mettre en place et on va le voir notamment dans la mène suivante. Comment, sur un contre, cette équipe Fasino va tout de suite remettre les pendules à l'heure et faire surface. Oui, on va assister à une mène tout à fait exceptionnelle, mais ça, nous ne vous en dévoilons pas, je dirais, les secrets, nous allons découvrir ensemble. À cet instant de la partie, donc Fasino, Voisin et Amblard sont menés. Et le tireur, Laurent Petit, est à ce moment-là je dirais, en pleine possession de ses moyens. Il joue bien, il fait le jeu et en fait tout semble bien se passer. La partie tourne bien pour eux. Daniel Voisin est en train de faire des petits exercices de décontraction. Il regarde Amblard partir vers le rond et se préparer à pointer dans cette mène. On voit Christian Fasino un petit peu dans l'expectative, qui regarde à droite et à gauche. Et ils sont tous les deux face à leur milieu, Jean-Luc Amblard, qui, on peut le dire d'ores et déjà, a fait une super finale. Oui, qui a fait une super finale et surtout qui s'est avéré durant ces 2 jours comme un joueur très confirmé, un joueur solide et avec des nerfs très très forts. Solide et complet. Solide, complet, au tir, au point, partageant la discussion, comme on l'a déjà dit précédemment avec Fasino et Voisin, ce qui est tout à fait nouveau, car c'est un tandem qui est, disons, très difficile à jouer. Et Jean-Luc a sa part véritablement dans l'équipe. Ouais, il a su s'imposer sans problème. Et c'est important parce que pour lui, je dirais qu'on ne parlera pas du championnat de Christian et de Daniel, mais on dira, oui, c'était un championnat où ils ont gagné vraiment à 3. Alors là, un premier trou du jeune tireur Laurent Petit. Et c'est à ce moment-là que la mécanique du tireur Laurent Petit va s'enrayer, je dirais. Hein. Tout s'était bien passé au début, et puis il va commencer à faire des trous, et bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, le terrain étant très délicat, je dirais la part était de le tir, et lorsque le tireur commence à faiblir, et bien là, à ce moment-là, ça devenait très difficilement jouable pour une équipe. Oui, c'est un terrain sur lequel on perd rapidement confiance. Alors un nombre public, passionné, on le voit derrière. Un public attentif. Alors là on retrouve Charot. Charot au tir. Qui, lui par contre, a fait une belle finale dans l'ensemble. Il n'a pas trop faibli, contrairement à son tireur et à son pointeur qui n'a pas fait forcément une grosse partie. Alors la presse, on découvre une presse nombreuse, attentive, et il faut souligner les efforts qui ont été prodigués par le comité de Saône-et-Loire, son représentant Daniel Charolais, mais également des journalistes comme Jacques Loubière et Jean-Pierre Buatier, qui ont tout fait pour mettre en œuvre, je dirais, un championnat très ouvert et favoriser la presse au niveau de l'accueil. Alors on se retrouve sur le score de 3-0. À ce niveau-là, dans cette mène, qui va être capitale, il faut bien le dire,
Le pointeur, rappelle-moi son nom, Jean-François. Ah ben, il s'agit de Jean-Marc Biot. Jean-Marc Biot vient donc de pointer une boule relativement correcte. Tout de suite, derrière, reprise de Daniel Voisin. Et là, le jeune tireur Laurent Petit va au rond et malheureusement fait un premier trou. Oui, c'est un premier signe et on va voir de quelle manière donc les futurs champions de France vont exploiter la situation. Jean-Marc Biot. Jean-Marc Biot de nouveau au point, qui va tenter de reprendre le point de Daniel Voisin. Il y parvient avec un très beau point. Ce qui force notre ami Christian Fasino donc à tirer. Christian donc va tirer et de quelle façon on voit. Il fait un magnifique carré quasiment, mais le but se déplace et donc en tirant l'équipe Charot peut toujours avoir le point. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un point. Fasino n'a qu'un point suite au déplacement du bouchon. Alors on discute, on se demande si on doit tirer ou pas tirer. Effectivement, si on tire, on doit à tout prix ne pas manquer parce qu'on prend un risque énorme face à une équipe Fasino qui a encore 3 boules de tir en main. Il faut à tout prix ne pas manquer. Et alors là, deuxième trou du tireur, et là ça devient très grave. Ah oui, ça devient très grave pour l'équipe Charot. Pour Charot. Alors Charot, le voici, le milieu. Il va, disons, essayer de limiter la casse. Oui, il va rentrer. Il rentre d'ailleurs même bien. Hein, première boule donc un petit peu derrière, mais qui compte. Ouais, hein, qui est dans le cinéma, comme on dit. Et puis, ben, il n'a pas le choix. Hein, sa deuxième Il est boule. obligé de repointer. Donc là, il la joue bien d'ailleurs parce qu'il la met devant. Il la met devant et... Il va avoir un contre. Voilà, tout à fait. Donc il a très bien joué le coup. Alors on se retrouve avec, en fait, point par terre pour l'équipe Fasino. 3 points derrière pour l'équipe Charot en défense. Alors là, donc discussion à 3, toujours à 3. Ouais, 3 boules en main pour Voilà. Fasino et Amblard. Alors, est-ce qu'on va choisir le point ou est-ce qu'on va choisir l'attaque? Et c'est là qu'effectivement, je dirais, la détermination et puis surtout la qualité de l'équipe Fasino, bon, ils vont essayer la grosse main, ils vont essayer l'attaque. Et on va voir de quelle manière ça va se passer. Alors, Premier à tirer, peut-être Fasino. voilà, on se pose la question, quelle boule tire en premier? La plus dangereuse. Peut-être pas. Non. En fin de compte, Christian décide de tirer la boule sur le côté pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, toujours ce petit, souvent, hein, ce petit type de souffler dans les doigts. Beaucoup de concentration. Et magnifique frappe encore de Christian, qui reste. Oui, donc le point compte. Voilà. Le point compte et donc il reste à Jean-Luc Amblard de frapper 2 fois pour faire la grosse main à 6 points. Voilà. Quand on dit il reste, en fin de compte, il faut quand même qu'il tire 2 fois super bien. Oui, tout à fait. Oui. Alors, premier tir de Jean-Luc. Belle Réussi. frappe. Et maintenant, disons, tir derrière. Je ne sais pas me sauter, parce qu'il y a quand même de la marge. Non, mais il y a 11 mètres. Hein. Mais il y a 11 mètres. Il y a 11 mètres parce qu'il faut savoir que cette main se déroule à 10 mètres. Et donc, Jean-Luc frappe à 11 mètres. Et alors là, si effectivement il tire, il fait passer, il reste devant, eh bien ça fait 6.
L'heure de vérité, moment très important car ils sont menés, je vous rappelle, 3-0 à cet instant de la partie. Tout à fait. Et donc, s'il manque, bon, il reste toujours encore une boule à Daniel Voisin. On sait que Daniel peut quand même tirer. Mais en fait, à 11 mètres, bon, Daniel n'a pas encore tiré et tout. Il faut quand même mieux qu'il la frappe. Hein. Et voilà, superbe frappe de Jean-Luc. Et donc, sur cette même, tout bascule. La partie bascule. On voit le signe de Daniel. Petite tape amicale. Voilà. La partie bascule et on passe à 7 heures. Et là, c'est vraiment le tournant, parce que l'équipe Charot, je dirais, en prend un coup du moral. Et puis, l'équipe Fasino, bon, bah, sent que ça y est, elle a la partie en main, et donc le rouleau compresseur va se mettre en route. Alors là, on est dans la 4e mène. C'est la 4e mène avec un appoint de Voisin un petit peu approximatif, mais Un petit peu beaucoup, comme on peut condition dire. difficile. Et par contre, un très joli point de Jean-Marc. Alors Daniel repointe, mais il est court, il est très court. Hein. Il est court. Et donc ça fait quand même 2 boules qui, je dirais, ne comptent quasiment pas. Non. Une mène qui apparemment s'annonce mal pour les joueurs de l'Allier. Alors on choisit quand même le tir. Beaucoup d'autres équipes pourraient peut-être pointer là-dessus. Bon, Christian donc choisit le tir. On va essayer de faire passer, et on verra bien après ce qui va se passer. La belle frappe. Alors on constate là encore qu'on joue toujours près de l'image. Hein. On joue pas près. Hein. À chaque fois, donc sur un terrain aussi difficile que cela, tir à 10 mètres, c'est quand même pas évident. Bio à nouveau, pour la reprise. Qui repointe une deuxième fois très bien. Très bien, parfaitement. Alors que va-t-on faire dans le plan Fasino? Eh bien encore Fasino. Et on a choisi l'attaque. Et alors là, super de recul. Ah ouais, super, le recul est décisif parce que le recul de Christian le positionne juste en plein dans l'axe du jeu et il ferme la porte. Alors d'une main qui en fin de compte était nettement défavorable à l'équipe Fasino, grâce à ces 2 frappes décisives de Christian, on se retrouve dans une main où maintenant c'est l'équipe Charot qui, disons, n'est pas en difficulté, ils ont 4 boules, mais bon, en fin de compte, c'est plus du tout la même. Hein. 2 boules gênantes devant, et on va voir tout de suite que le milieu Charot, ben, n'a quasiment pas d'autres alternatives. Il va rentrer la boule donc de Christian Fasino, c'est-à-dire son recul, et va forcer son jeune tireur, Laurent Petit, à tirer. Laurent qui tire bien, mais le bouchon se déplace. Et là, nous sommes à, oui, nous sommes 13 à mètres, 13 13, mètres. 14 mètres. Ouais, 13 bons mètres. Hein. Alors on vient voir qui a le point. Et donc le point par terre pour l'instant est avec l'équipe Fasino. Un point très difficile à prendre. Alors là, Parce qu'on change de terrain en plus. ouais, puis hein. c'est roulant en plus derrière. Alors Charot au point. Et superbe. Une perte de point de Charot. Presque 14 mètres, c'est vraiment super de point. Là, question se pose. Il reste 2 boules en main. 2 boules en main chez Chez Amblard. Amblard. Et puis il reste donc une boule chez le tyran Laurent Petit. Une boule à Petit, 2 boules à Amblard et le point par terre donc Voilà. pour Et la décision est prise. On voit Jean-Luc Amblard là, disons, se délier un petit peu le bras pour tirer à 13 mètres parce que c'est quand même pas évident comme ça. Et la décision est prise du tirer. Préparation de Jean-Luc. Super. Et là encore, toutes les qualités de Jean-Luc Amblard sont démontrées. Parce que sur une boule aussi extrême, tu avais vraiment beaucoup de métier et beaucoup d'assurance pour les faire. Alors Laurent Petit, une boule en main. une boule en main. À égalité donc. On va donc essayer de reprendre ce point.
effectivement vrai que s'il le reprend, il est perdu, parce qu'il faut encore que Jean-Luc retire un 13 mètres, ce qu'on peut Oui, ce qui n'est pas affiché. Loin de là. Il l'envoie, la boule roule, mais il reste court. Et oui, il est court. Il est court. Il est court et donc il laisse pour l'instant le point par terre à Christian Fasino. Un point par terre, donc, pour les joueurs de l'Allier. Mais Jean-Luc Amblard a toujours une boule. Une boule en main. Alors, on mesure, on constate qu'effectivement il est bien chez Christian Fasino. Un point par terre, Jean-Luc Amblard et une boule en main. Donc voilà, il n'y a pas d'autre solution que de pointer pour essayer de rajouter. On trouve le même tic un petit peu avec Christian. Il y a du mimétisme. Oui. Ils soufflent tous les deux dans les doigts. Voilà Jean-Luc au point. Et la boule roule. Elle roule, elle rentre. Voilà. Et elle compte. Donc cette même nous prouve en fin de compte que même dans des cas difficiles, délicats, eh bien, ils savent retourner la situation. Et là, on va arriver sur la main de gagne, la main décisive. Alors on a pris juste qu'un extrait. Donc Marc Biot pointe sa dernière boule, il n'y a plus de boule dans l'équipe Charot. Et la victoire. Et donc Christian va donc tirer à la gagne. Et la victoire à la frappe. Voilà, il va tirer à la gagne. Le public retire son souffle, attentif. Alors cette boule-là, c'est le titre de champion de France. Et voilà, c'est fait. Ça y est, ils sont champions de France en 1989. Après un parcours, on peut dire quasiment sans faute. Disons qu'on peut avec eux savourer leur joie. Ils renouent avec le succès en triplette. Parce que, pour le rappeler, ils avaient été champions de France à Bastia. En 1985 avec et sacre de ce 44e championnat de France senior triplette. Merci. Un petit instant de détente pour cette interview et vos premières impressions sur la réussite, on peut le dire, de ce championnat. Mon Dieu, si j'en crois les réactions des différentes délégations qui sont venues me voir, ainsi que mes collaborateurs, il semble effectivement que nous ayons réussi l'organisation de ce championnat, qu'il a donné d'une façon générale totalement satisfaction aux personnes et aux joueurs qui sont venus participer avec des terrains sélectifs et je veux dire une préparation générale qui a entièrement donné satisfaction. Alors voici le moment de la remise des médailles de champion de France. Alors de gauche à droite bien sûr, Christian Fasino, Jean-Luc Amblard et Daniel Voisin. Oui, la grande joie de Jean-Luc Amblard. C'est son premier titre, à lui il est très heureux, on le comprend. Alors c'est le premier titre de Jean-Luc Amblard, mais il faut savoir que c'est le 6e de Christian Fasino. Et un record. Qui détient maintenant le record devant Jean Pang, qui n'en détient que 5. Oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et rappelons quand même les trois finalistes. Marc Biot, Laurent Petit et Michel Charot. Alors prochain rendez-vous à Brive-la-Gaillarde avec une organisation du comité de Corrèze. Et souhaitons que ce championnat nous permette de découvrir encore de nouveaux talents, comme ce fut le cas lors de ce championnat de Mâcon.